Ok, donc on va maintenant parler de flow gradient. Je vais revenir un instant aux espaces hilbertiens. Donc ce qu'on va appeler flow gradient dans un espace de Hilbert, ça va être un processus d'évolution en quelque sorte associé à une fonctionnelle J de l'espace de Hilbert H dans R, que je vais supposer différenciable pour l'instant. Je vais généraliser ensuite. Et un flow gradient ou flow de gradient, ça va être la solution d'une équation de ce type. dq sur dt est égal à moins le gradient de j de q avec une donnée initiale q de 0 est égal à un q de 0 fixé. Donc si on prend l'espace euclidien égal à R2 par exemple, on trouve un procédé. C'est un procédé qui est d'ailleurs très utilisé numériquement quand on cherche à minimiser des fonctionnels quadratiques par exemple ou strictement convexes de façon générale. Si on part de ce point-là, par exemple, on va avoir une ligne qui est orthogonale à toutes les lignes de niveau et qui va converger en temps exponentiel, si on a quelque chose de lisse, vers le minimum effectivement de la fonctionnelle. Donc ce que j'avais évoqué, c'est une généralisation. Je reste toujours dans les espaces de Hilbert pour les fonctionnels non lisses. Non lisse. Donc je vais peut-être prendre un autre nom pour montrer que je ne suis plus avec une fonctionnelle de ce type-là, une fonctionnelle de H dans R qui admet un sous-différentiel de Fréchet. Donc ça veut dire que l'objet que je vais définir maintenant, qui va être un ensemble associé à chaque point, donc si je suis en un point de H, le sous-différentiel de phi en Q, ça va être l'ensemble des vecteurs tels que, et je retrouve ce que j'ai utilisé tout à l'heure, ce qui est réapparu à propos des fonctions convexes conjuguées, qui nous a permis de montrer qu'on avait effectivement dans certains cas un transport effectif. Là je vais l'utiliser dans un autre contexte, c'est l'ensemble des V tels que phi de Q plus Q' moins Q scalaire V est inférieur ou égal à phi de Q'. Alors ça c'est la définition de base qu'on peut utiliser pour les fonctions convexes. On aura toujours quelque chose, d'univalué, disons, qui sera réduit à un singleton dans le cas d'un point Q au voisinage duquel la fonction phi est lisse. Mais dans le cas plus général, si on a une fonction convexe, on peut avoir ce que j'ai rappelé tout à l'heure, on peut avoir plusieurs valeurs. Le problème, c'est que sous cette forme-là, si on a une fonction qui est lisse mais qui n'est pas convexe, on va avoir des points, la majorité des points, enfin les points de concavité en particulier, pour lesquels on va avoir l'ensemble vide. Donc une manière de relaxer cette définition pour la rendre plus utilisable, c'est de rajouter cette notion de différentiel au sens de Fréchet, c'est de demander que ça se soit vrai, mais à un petit taux de Q' moins Q près. Donc on ait l'inégalité qui soit vérifiée encore une fois à un petit taux de Q' moins Q près quand Q' tend vers Q. Donc si j'ai une fonction phi qui admet un sous-différentiel, c'est-à-dire que cet objet-là est non vide pour tout élément de Q qui va être visité par notre flow gradient, on a la version généralisée de flow gradient. On va simplement demander que dq sur d de t, la vitesse, soit élément de l'opposé du sous-différentiel de phi en Q. Et je vais revenir un peu au mouvement de foule, un instant, au mouvement de foule microscopique. Donc là c'est juste des rappels de ce qu'on avait vu hier, où on avait notre espace de Hilbert qui était simplement, on avait n personnes, donc décrites chacun par la position de leur centre. Donc j'avais un espace de configuration qui était simplement un espace euclidien, R de n, et un vecteur Q s'écrivant comme la donnée de n vecteurs de R2. Et j'avais une fonctionnelle Q, si vous vous souvenez, qui avait été définie comme une fonctionnelle d'insatisfaction de la foule globale, qui était une somme simplement sur toutes les personnes de la distance qu'elles ont à la sortie,
Donc je suppose que toutes les personnes, comme je l'ai fait depuis le début, sont indifférenciées. On pourrait changer ça facilement. Donc j'ai une certaine fonction distance, qui est typiquement la distance géodésique à la porte, que les gens tendent à diminuer. Donc ils cherchent à se rapprocher de la porte. Donc ça, c'est la fonctionnelle d'insatisfaction. Et puis on avait pris en compte, comme je vous l'avais dit, la contrainte, en rajoutant cette fonction barbare, cette fonction indicatrice de l'espace des configurations admissibles, où K maintenant, c'est mon ensemble dans H, car c'est l'ensemble des Q, tels que QJ moins QI. Donc je considère que les gens sont assimilés à des disques de rayon R, des disques rigides de rayon R, un des formats moins 2R est supérieur ou égal à 0. Donc c'est les situations sans recouvrement. Fonction indicatrice, donc il vaut 0 quand je suis dedans. Éventuellement, j'ai le droit d'avoir contact, c'est une égalité large. Par contre, je ne peux pas avoir chevauchement. Si j'ai chevauchement, j'ai plus l'infini. Donc mon flow gradient va avoir tendance à éviter, évidemment, mes zones de recouvrement. Et on avait vu que le modèle que j'avais présenté tout au début, d'évacuation avec prise en compte des contacts, peut s'écrire sous la forme d'un flow gradient, que je réécris ici. dQ sur dt est égal à moins le sous-différentiel de phi de Q. Alors pourquoi on peut définir un sous-différentiel de Fréchet? Il faut faire attention que ça pourrait être vide dans certaines situations, en particulier, comme je vous l'avais dit, dans les cas où on aurait un point non lisse qui aurait la mauvaise concavité, c'est-à-dire un point non lisse qui serait concave. Une situation comme ça, en ce point-là, là vous avez l'ensemble vide. Et donc c'est pas si évident si on se donne une fonctionnelle, est-ce qu'on ne va pas se retrouver en un point où la solution n'a pas de sens, disons l'équation n'a pas de sens, puisqu'on demande à quelque chose d'appartenir à l'ensemble vide. En fait, c'était là qu'intervenait la notion de prox-régularité que j'avais évoquée. De cet ensemble-là, il n'est pas convexe dès qu'on a deux personnes, donc en général il n'est pas du tout convexe, par contre il n'est pas très loin d'être convexe, je vous rappelle, c'était cet ensemble qui était défini comme une intersection complémentaire de convexe lisse, qui a en gros cette forme-là, où on a des parties non lisses, il y a des points anguleux mais qui ont la bonne convexité, et des parties qui ne sont pas convexes mais qui sont lisses. Et donc l'avantage de ça, c'est en particulier qu'on peut trouver un voisinage de cet ensemble sur lequel la projection est bien définie. Et la conséquence que ça, en termes de sous-différentiel, c'est qu'on peut bien construire un sous-différentiel qui est non vide dans tous les points de l'ensemble. Évidemment, on s'intéresse qu'aux points qui vérifient la contrainte. Si on est à l'extérieur, ça vaut plus l'infini de toute façon. Donc d'ailleurs, d'une certaine manière, écrire ça, à strictement parler, ça empêche Q. On n'a même pas besoin de dire que Q doit rester dans K. Pourquoi? Parce que si jamais Q sortait de K, d'accord, si Q se retrouvait à l'extérieur de K à un moment, alors ça serait forcément l'ensemble vide, parce que si Q est à l'extérieur de K, ça vaut plus l'infini, mais comme K est non vide, on peut prendre Q' qui est dans K, et donc ça c'est fini. Et donc on ne peut pas trouver évidemment des vecteurs, enfin n'importe quel, ça a une valeur finie, donc on peut trouver aucun vecteur pour lequel G plus l'infini qui est inférieur à quelque chose de fini. Et donc si jamais Q était à l'extérieur, on demanderait à la vitesse d'appartenir à l'ensemble vide, c'est ce qui est impossible. Donc c'est une manière très implicite d'assurer la contrainte d'appartenance de Q à K. Donc ça définit complètement notre problème. Ok, alors je suis maintenant dans l'espace de Wasserstein. Donc on note W2. Qu'est-ce qu'on peut définir? Je dirais un mot peut-être tout à l'heure sur des choses qui ont été proposées il y a déjà un certain temps pour généraliser la notion de flow gradient à des espaces très très généraux, des espaces métriques en particulier. J'en dirai un mot tout à l'heure pour dire on peut le définir. Il suffit essentiellement d'avoir une distance pour définir ou au moins essayer de définir des flow gradients associés à une fonctionnelle, donc sans aucune structure différentielle en particulier. Ici, on est quand même dans une situation intermédiaire où on a un espace métrique, mais on a quand même une structure assez riche. Alors là, je ne vais pas rentrer tellement dans les détails, je vais juste donner la définition du sous-différentiel. L'idée, c'est que on a quelque chose qui s'apparente d'une certaine manière à une variété qui serait de dimension infinie. On est dans un espace de dimension infinie avec un plan tangent qui correspond, qu'on peut voir comme des petits déplacements. On est au voisinage d'une certaine mesure. Et qu'est-ce que c'est une variation d'une mesure dans ce contexte de Wasserstein? Mais ce n'est pas du tout une variation eulérienne où on va rajouter une mesure à une autre mesure, mais on va la déplacer. Donc ce qui va jouer le rôle de vecteur tangent en quelque sorte, c'est des petits déplacements de la mesure. Et donc ça conduit, donc je vais de façon axiomatique vous donner la définition du sous-différentiel dans cet espace qu'on va calquer sur la définition euclidienne ici, donc que je vais reproduire. Donc je prends une fonctionnelle phi
de W2 dans R. Donc c'est une fonctionnelle d'une mesure. Et je veux définir de façon raisonnable son sous-différentiel. Donc ça va correspondre, c'est des vecteurs qui sont des petites variations. Ici, le V, c'était une petite variation d'un point dans un espace euclidien. Comme on est dans un espace euclidien ou hilbertien, on a les variations qui ici, on n'a pas du tout de structure de variété, donc on a quelque chose de très très pauvre d'une certaine manière. Ici, c'est un peu plus délicat puisque les variations d'une mesure ne sont pas du tout des mesures. D'accord, on n'est pas du tout dans une optique euclidienne, on va rajouter des fonctions à d'autres fonctions. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variation élémentaire? Une petite variation, ça va être associé en fait à un petit vecteur vitesse en quelque sorte qui va déplacer la mesure, et on va définir le sous-différentiel comme un ensemble de champs. Alors comme on va s'intéresser, je ne l'ai pas reprécisé, si je l'ai reprécisé puisque le 2 correspond au coût quadratique ici, ça veut dire que ces petits déplacements on va les mesurer avec la norme L2. La norme L2 vis-à-vis de ρ, puisque ça déplace donc je vais le noter comme ça. Donc je suis dans mon espace grand X. Et qu'est-ce que comment je vais écrire ça? Donc la première phi de ρ. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Je pourrais prendre une autre mesure et à la limite considérer que la variation, pour passer de l'un à l'autre, j'utilise le transport optimal. En fait, la manière la plus simple de le faire, c'est de considérer que le Q' ici, qui est un autre point typique, un point quelconque, je vais le considérer, je vais le construire à partir d'un transport. Donc je vais me donner des transports T, une application de X dans X. Et donc je vais essayer de compléter ma définition. Ce qui va apparaître ici, c'est la valeur de phi en la mesure qui est transportée. Phi de t push forward ρ. OK? Et l'élément qui correspond au produit scalaire ici entre ma variation et V, ça va s'écrire comment? Il y a une manière très naturelle de l'écrire en fait. Si vous réfléchissez, ça va être quelque chose qui va être intégré contre la mesure de départ, d ρ de x. A priori, je n'ai pas d'hypothèse sur ρ. Ρ n'est pas forcément absolument continu. J'ai d'ailleurs bien pris le soin de préciser ici c'est L2 de ρ. Ça pourrait être ρ pourrait charger des points, par exemple, pourrait contenir des bouts de Dirac. Et ici, je vais avoir simplement, alors V, donc c'est dans un espace bien sympathique, L2 de ρ. Donc je vais écrire ici V de x. Scalaire quoi? Un scalaire quoi? Le déplacement associé, quand je suis en un point x, j'ai bougé le point x en t de x. D'accord? Donc ce qui va jouer le rôle du Q' moins Q ici, ça va être l'intégrale simplement de t de x moins x. Voilà, donc ça c'est la définition du sous-différentiel qui pourrait aller si on s'en tenait à des fonctions convexes, et je vais rajouter, pour généraliser au maximum la notion, je vais rajouter le pendant de ce terme de petit o. Je veux que ce soit valable simplement pour le petit déplacement. Ça me permettra, c'est important pour que la notion soit utilisable dans des situations où je vais avoir des fonctions qui ne sont pas convexes, sous quand même la condition que ce soit en gros lisse à l'endroit où c'est pas convexe. Donc je vais rajouter cet élément. Alors c'est quoi ce petit o? C'est la taille, la distance entre l'application transportée, entre la mesure transportée et puis la mesure de départ. Donc c'est simplement, on peut le voir par exemple comme t moins l'identité majorée en norme L2 en fait. L2 contre ρ. Donc c'est le coût, en fait ça c'est exactement le coût associé, enfin la racine carrée du coût associé au transport effectif de t. D'accord ? Donc on va voir, on va la pratiquer de toute façon cette définition. Je vais juste vous convaincre qu'elle est d'une certaine manière relativement naturelle. Pardon ? Comment c'est quantifié en T, le T? Alors le T, c'est quel que soit T. C'est un peu ici comme quel que soit. Alors c'est un quel que soit Q' ici, mais avec un petit o, donc ça va avoir une valeur asymptotique. Donc ça doit être vrai pour n'importe quel déplacement, mais avec ce petit o ici. Donc typiquement, la manière dont on va l'utiliser, c'est qu'on va prendre un déplacement quelconque, et on va prendre en fait des champs de déplacement, et on va faire tendre le epsilon vers 0, et montrer qu'on a cette inégalité qui est asymptotiquement vérifiée. Donc ça doit être vrai. Si c'était dans le cas convexe, la définition brute du sous-différentiel dans le cas convexe, j'aurais pas ça, et ça serait quel que soit t. Pour tout déplacement, on doit avoir ça. Et là, je garde le quel que soit t, mais j'ai ce truc-là. Donc j'ai le droit à une erreur, mais qui est petite par rapport à t, mon identité, contre ρ. Pardon ? Il n'y a pas d'uniformité dans le petit o. Ouais. Alors,
Donc on va regarder maintenant type de fonctionnel. Alors là, il y a une théorie assez lourde. Alors là, je vous renverrai plutôt au livre de Ambrosio Gigli et Savare, le livre vert, là, qui n'est pas très facile à lire, qui traite de ces questions-là en quelques centaines de pages. Donc la théorie, elle est assez dure. Quand on cherche à faire les choses vraiment précisément, c'est des choses qui ne sont pas simples. Donc là, je voudrais quand même vous en présenter la substantifique moelle, notamment la partie qui peut être utilisée directement pour ce qui concerne les mouvements de foule. Donc je vais essayer de vous faire comprendre en quoi cette notion-là permet de généraliser la notion de flow gradient dans les espaces de Hilbert. Alors, il y a une situation assez pauvre en quelque sorte, où on va avoir juste une manière assez élégante d'écrire des choses compliquées, mais sans réel apport. C'est dans le cas où on a des fonctionnels. Donc les types de fonctionnels. Le premier type de fonctionnel qu'on va regarder, c'est un type de fonctionnel où on va intégrer une certaine fonction contre la mesure ρ. Et on va voir que d'une certaine manière, on est dans une situation relativement pauvre. On va d'ailleurs pouvoir régler les choses relativement simplement. C'est comme si on travaillait, on écrivait de façon globale une infinité de flow gradients. Mais en quelque sorte, les points qui constituent la mesure, les petits éléments de masse qui constituent la mesure, ne vont pas interagir entre eux. Donc c'est dans le cas où on a une fonction qui est linéaire par rapport à ρ, qui va s'écrire typiquement phi de ρ est égal à l'intégrale de quelque chose qui dépend de x contre la mesure ρ. Donc c'est l'espérance d'une certaine fonction qui dépend de la variable d'espace. Et je vais l'écrire ici. Alors je vais utiliser un d. Pourquoi j'utilise D? C'est la notation, évidemment, on ne la retrouverait pas dans le Ambrosio, Gigli et Savare, ce n'est pas une notation usuelle pour ce type de fonction, mais dans le cas des foules, c'est ça qui m'intéresse. Si vous vous souvenez, quand j'ai une salle où les gens cherchent à évacuer à la sortie, il y a une distance D au bord que chaque personne tend à diminuer. Donc ça peut être vu comme l'intégrale, comme la somme des insatisfactions individuelles, en quelque sorte, au niveau macroscopique. On peut voir comme l'espérance aussi, si on pense à des mesures de proba. Et là, pour ce qui nous concerne, c'est plus l'insatisfaction globale ressentie par la foule. Okay, ou D de X correspond à l'insatisfaction individuelle de quelqu'un qui serait en X. Donc ça, c'est intégré sur grand X, qui serait un domaine qui recouvre, par exemple... Ok, alors là, on peut se demander quel est le sous-différentiel. Donc on va le faire maintenant, on va faire les choses plus ou moins informellement, et puis j'espère avoir un peu de temps pour vous dire comment on peut faire les choses de façon plus précise et plus rigoureuse dans le cas des foules. Donc on va essayer d'utiliser la définition simplement. Donc la partie importante, c'est celle-là, essayer d'estimer à quoi ça ressemble. Et on va prendre des familles de champs. Je vais prendre un champ, ça peut se voir comme un champ de vitesse, et je vais considérer des plans particuliers indexés par epsilon qui s'écrivent comme l'identité plus epsilon v, où epsilon peut être vu comme un temps en fait, et v comme une vitesse. Donc on applique la vitesse v pendant le temps t. Donc ça n'a rien à voir avec des problèmes de discrétisation en temps, mais il y a une analogie formelle on retrouve en fait des considérations qu'on peut avoir dans la discrétisation numérique de tels problèmes. Donc je vais prendre des familles de ce type-là. Donc je sais que pour tout V, je vais écrire ça pour n'importe quel V est élément de L de roue, et je vais faire tendre ensuite epsilon vers 0, et je vais regarder, essayer d'appliquer ma définition ici. Donc le point le plus important, c'est phi de T epsilon dièse ρ. Donc ça, c'est égal à l'intégrale sur x de d. Alors je vais l'écrire en y puisque je l'écris contre la mesure transportée. Je suis la variable, mais de toute façon les deux espaces d'arrivée et de départ sont les mêmes. Si y, simplement un point générique de x. dy, et ça c'est intégré contre la mesure image. Donc qui était t epsilon dièse ρ. C'est l'insatisfaction associée à la configuration qui résulterait du transport de ρ par t epsilon. Ok ? Mais ça, par définition, si vous vous souvenez juste de la définition que j'avais écrite tout au début, quand on a une application, le t dièse ρ, par définition même de la notion de mesure image, c'est l'intégrale sur x de la dérivée de t epsilon dièse t epsilon de x d de la mesure de départ. C'est la définition. Là, il n'y a rien
Il n'y a rien de profond là-dedans, c'est la définition de la mesure image, intégrée sous réserve que D soit une fonction continue, ce que je suppose implicitement, et puis dans les cas qui nous intéressent, ce sera le cas. Ok, et donc ça, c'est simplement intégrale sur x de D de x plus epsilon v, d rho, qui est intégrale sur x de D de x plus epsilon gradient D scalaire v plus un petit o de epsilon. Le petit o de epsilon pourrait contenir le v d'ailleurs. Enfin, donc il n'y a pas d'uniformité par rapport à v. Donc il y a une dépendance par rapport à v. Là, maintenant v est fixé et c'est epsilon que je vais faire varier. Donc si je fais le bilan de ce que j'ai, ici j'avais phi de rho qui était intégrale de d de x contre rho. Ici je retrouve intégrale de d de x contre rho et plus ce terme supplémentaire ici. Donc j'ai par ailleurs ce terme-là, t de x moins x, c'est epsilon v de x, d'accord? Donc là j'ai un terme, pardon, c'est epsilon, excusez-moi, j'ai mélangé mes notations. Le v, c'est pas le même ici, pardon. Il faut que je m'en... Tiens, je vais l'appeler w, désolé. Désolé. Voilà, l'élément de mon sous-différentiel, ça va être w, pardon, et la petite variation, ça va être v. Donc t de x moins x, c'est bien ce epsilon v. Et donc je vais avoir epsilon intégrale de w scalaire v contre rho, qui doit être inférieur ou égal à epsilon, donc mon terme ici, gradient de d scalaire v, et là c'était contre rho toujours, d rho plus petit o de epsilon. D'accord? Donc là je peux diviser par epsilon, là j'aurai un petit o de 1, quelque chose qui tend vers 0, je fais tendre epsilon vers 0. Donc j'ai qu'intégrale de w scalaire v doit être inférieure à intégrale de gradient d scalaire v pour tout v, fonction test. Mais v il varie, il est sur un espace vectoriel, donc quand j'ai v je peux prendre moins v, donc en fait j'ai égalité entre les deux. Et donc j'ai que w est égal à gradient d. Automatiquement. D'accord? W est forcément égal à gradient D. Alors, à strictement parler, c'est ρ presque partout. De toute façon, on s'intéresse à la vitesse que là où il y a de la masse. S'il n'y a pas de masse, ça ne nous intéresse pas. Et de fait, l'espace dans lequel on l'a pris, c'est des fonctions qui sont ρ mesurables. Donc, quand il n'y a personne, il n'y a pas de vitesse non plus. Ok, alors là où on pourrait me dire, je me suis trompé de signe parce que je voulais avoir que la vitesse ce soit l'opposé du gradient, mais simplement dans mon équation c'est moins, là j'ai décrit le sous-différentiel et pas moins le sous-différentiel, donc moins le sous-différentiel, ça va être, donc W encore une fois c'est une condition nécessaire, a priori mon expression autorisait des possibilités de multivaluation, d'avoir un ensemble, mais ici c'est un singleton, et donc je retrouve l'équation enfin, disons que j'ai automatiquement... Alors, attendez. La vitesse est égale à moins gradient d. Alors, ce que j'aurais dû peut-être dire avant, c'est ce que j'entendais par flot gradient dans l'espace de Wasserstein, avant de caractériser le sous-différentiel. J'aurais dû en parler avant, je vais le faire maintenant. Flot gradient dans W2, par définition, si je me donne une fonctionnelle phi, ça va être une famille de mesures T associées. Alors je vais mettre, exceptionnellement je ne le mettrai pas tout le temps parce que c'est un petit peu lourd, mais c'est bien comme ça qu'il faut le voir, plutôt que quand on travaille avec l'équation de transport, par exemple, on a tendance à écrire ρ de x et de t. Ici, elle est plus pertinent, comme on travaille sur un ensemble, cet espace métrique où les points donc, sont des mesures simplement. Donc voir ça comme une courbe dans une famille de mesures. D'accord? Donc c'est bien t associé ρ t, ou ρ t à chaque instant t, une mesure qui vit dans l'espace de Wasserstein. Donc ça va être une courbe de ce type-là, avec un champ de vitesse associé. Donc j'explicite la dépendance en t pour bien préciser ces notions, même si je l'enlèverai par la suite. Ut associé, qui est telle que ut transporte ρ t. Donc j'ai l'équation de transport
que j'écris formellement, il faudrait que je précise ici, c'est l'équation de transport dans un sens éventuellement faible, que je l'écrive au sens des distributions sur l'espace produit, parce qu'il est tout à fait possible que les objets soient absolument pas différenciables. En particulier, je peux faire rentrer dans ce cadre-là le fait que ρ puisse être par exemple un Dirac qui se déplace, une famille de Dirac qui se déplace, avec des vitesses U qui vont être bien définies, ρ, t presque partout à chaque fois, donc la vitesse en un point, même si elle est de mesure nulle, elle va être bien définie parce que la mesurabilité de U en tant que fonction de L2 doit être faite vis-à-vis de la mesure ρ. Donc ça c'est compatible avec le fait qu'on puisse avoir des points qui soient chargés, par exemple. Donc ça, c'est vu évidemment dans un sens faible, même si ce sera régulier dans certains cas qui nous intéressent. Et à chaque instant, donc ce qui remplace le dq sur dt est égal à moins gradient phi de q, ou élément de moins sous différentiel de phi de q, ça va être simplement l'appartenance de ut du champ de vitesse qui transporte ρ à l'opposé du sous-différentiel de phi, de ρt, pour presque tout temps. Et donc ce que je viens de montrer avec ce qui précédait, là, c'est que dans le cas où j'ai une fonctionnette de ce type-là, celle qui m'intéressait pour les foules, sans congestion pour l'instant, hein, je n'ai pas du tout mis de congestion. J'avais phi est égal à intégrale de d de x contre d ρ de x. Et bien ce que j'obtiens, c'est l'équation de transport u est égal à moins gradient d et dt ρ plus divergence de ρ u est égal à 0. Donc j'ai simplement un flot gradient. Vous voyez, la situation n'est pas très riche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout d'interaction entre les genres, entre les particules. C'est une manière élégante et concise d'écrire une infinité de flots gradients dans l'espace de Hilbert. En fait, ça exprime de façon compacte toutes les trajectoires de tous les individus. Si je me donne une densité, par exemple, initiale, je peux l'approcher dans un sens faible étoile par une somme de Dirac, qui seraient des gens individuels ou des éléments représentatifs de cette densité. Je peux appliquer le flot gradient hilbertien dans mon espace R2, là, associé à la fonctionnelle phi, qui est simplement, cette fois-ci, d de x, simplement, j'obtiens une trajectoire. Et si je regarde la somme des Dirac associés aux trajectoires individuelles que j'obtiens, j'obtiens une approximation de ce truc-là. Donc ça exprime de façon très compacte, simplement quelque chose qui n'est pas du tout mystérieux. C'est une manière d'exprimer une infinité de flots gradients, encore une fois, en parallèle. Alors là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est dans le cas où on a interaction. Alors, nous, ce qui nous intéressera, c'est l'interaction hard, c'est-à-dire que la fonctionnelle ρ puisse contenir une partie fonction indicatrice. Et là, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Donc, j'en dirai un mot. Oui. Oui. Alors, ce qu'on dit, ce flot gradient, c'est exprimé, en fait, ça va être un couple. Donc tout à l'heure, quand on était dans un espace de Hilbert, ça va être juste la trajectoire, en gros. Et la trajectoire, quand on parle de la trajectoire, on a aussi la vitesse, le dq sur dt, qu'on peut appeler u. Donc le flot gradient, comme dans un espace de Hilbert, il n'y a aucune ambiguïté. À partir du moment où on a une trajectoire en temps qui est dérivable, on a sa vitesse. On ne va pas dire qu'il y a à la fois la trajectoire et la vitesse, ça serait redondant. Ici, on va dire la manière de l'exprimer, il faudrait voir, les définitions peuvent varier selon les auteurs, mais le flot gradient, ça va être cette courbe-là, ça va être une courbe qui est telle qu'il existe un champ de vitesse associé ut qui transporte cette courbe-là. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi de façon très générale. Quand on a une courbe dans l'espace de Wasserstein avec une certaine régularité, on peut lui associer un champ de vitesse automatiquement qui va le transporter. Donc si je reprends ma formulation, ça serait donc une courbe dans l'espace de Wasserstein tel qu'il existe un champ de vitesse L de ρ, enfin ρ mesurable et dans L de ρ pour presque tout temps, qui transporte ρ et qui est tel que pour presque tout temps, on a appartenance du champ de vitesse au sous-différentiel. D'accord. Ce qui est désagréable, un peu désagréable, c'est que ut, on est forcé de l'écrire explicitement parce que précédemment u c'était dq sur dt, alors que ici ut c'est moralement d ρ sur dt. J'ai vu certains auteurs l'écrire d'ailleurs avec un d droit comme ça, mais ça évidemment c'est quand même un petit peu dangereux à écrire. Ça c'est une fonction d'une certaine manière, donc ça je vais l'effacer tout de suite. Mais si on s'autorise cet abus de langage énorme, on peut d'une certaine manière éviter le u. Alors là où c'est plus intéressant, donc le cas 3 qui nous intéressera, ça sera typiquement phi de ρ est égal à d de x. C'est le cas des foules, enfin des foules idiotes là qu'on a considérées, c'est-à-dire des foules reptiliennes sans force sociale plus ik, ça j'en dirai un mot tout à l'heure,
où K c'est l'ensemble des densités qui doivent rester inférieures ou égales à 1. Et le cas intermédiaire qui est très très riche, c'est le cas des fonctions de ce type-là, f de ρ, que je vais essayer de traiter quand même parce qu'il est très éclairant, dx. Alors on va intégrer une fonction de la densité elle-même. Donc ça paraît pas trop méchant comme ça, mais c'est beaucoup plus riche comme situation. C'est une fonctionnelle, ρ j'ai pas du tout dit, là ça, je m'en tenais à des fonctionnelles qui étaient linéaires. Donc c'était en fait des formes linéaires sur l'espace des mesures d'un type particulier. Ici, je vais m'intéresser maintenant à des fonctions qui sont potentiellement non linéaires, c'est là que ce sera intéressant, qui contient le cas précédent, mais qui est beaucoup plus riche, où on va appliquer des fonctions à la densité elle-même, qu'on va intégrer contre la mesure de Lebesgue. Okay, et je vais me demander, alors là, c'est pas du tout, là on sort complètement du caractère hilbertien, parce que c'est comme si on avait en quelque sorte une infinité de flots. Si on pense à la foule, on pense à ρ comme représentant une foule, on approche par exemple la densité par des Dirac, par des individus en quelque sorte. Il n'y a pas de manière canonique de remplacer ça, de traduire ce problème-là sous forme hilbertienne. Le fait que f dépende de la densité, ça veut dire qu'une personne unique va être influencée, va avoir un comportement qui est différent selon qu'il y a des gens ou pas des gens. D'accord ? Donc c'est une véritable interaction. C'est pour ça qu'il y a interaction entre les gens, une interaction entre les particules qui apporte véritablement de la richesse par rapport à ce qui précède. D'une certaine manière, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, on pourrait se dire tout ça pour ça, ça valait pas le coup, d'une certaine manière. Juste une remarque aussi, j'aurais pu, je ne sais pas si vous remarquez, enfin, tous les développements que je fais maintenant, j'aurais pu les faire pour l'instant sans les 3 heures de cours qu'on vient de faire sur le transport optimal, quasiment. On peut définir ces notions-là de façon toute simple, sans avoir l'existence d'un plan de transport, etc. Ça peut se faire au moins relativement formellement sans ça. Donc on aura besoin par contre de ce qu'on a fait ce matin, tout à l'heure, pour traiter ce cas-là. Alors je voudrais qu'on essaie de faire ensemble ce cas-là. Alors c'est des choses qui sont aussi assez compliquées en toute généralité. Je vais vous faire les choses de façon un peu formelle et ensuite j'essaierai, si j'ai le temps, de vous présenter une démonstration un peu plus précise avec des méthodes qu'a développées Filippo Santambrogio qui permettent de traiter ce cas-là. Je vais regarder cette situation-là. Alors là, encore une fois, le nerf de la guerre, c'est d'estimer. Je vais essayer de caractériser le sous-différentiel que j'ai plus écrit ici, qui était écrit là-bas. C'est d'estimer phi appliqué à la mesure transportée. Donc je reprends mon t epsilon qui est égal à l'identité plus epsilon v, où v est un champ de vitesse L2 ρ. Et je veux estimer phi de t epsilon dièse ρ, qui était dans le membre de droite de mon inégalité qui définit le sous-différentiel. Alors ça c'est égal à quoi? Alors c'est égal à intégrale, donc sur x de f de t epsilon dièse ρ contre dx. Alors t epsilon dièse ρ c'est quoi? C'est la mesure transportée. C'est là qu'on fait les choses formellement. On va supposer que les déplacements sont lisses. Ceci dit, je pourrais toujours, si je raisonne par conditions nécessaires, je peux toujours supposer que V, par exemple, c'est un champ parfaitement lisse et epsilon suffisamment petit pour que l'identité plus epsilon V soit un C1 difféomorphisme, par exemple. Donc, à strictement parler, je ne commets pas d'erreur. Si je raisonne par conditions nécessaires, je peux faire des choix sur les fonctions test que j'utilise. Donc, dans ce cas-là, on a T epsilon dièse ρ. Par contre, je suppose ρ absolument continu. Là, c'est important pour ce que je fais, même si ça se généralise à d'autres situations. C'est la formule de changement de variable qu'on avait évoquée, c'est la mesure transportée par t, donc t epsilon dièse ρ de y, c'est égal à ρ de x, où on a y est égal à t epsilon de x, divisé par le jacobien de la transformation t epsilon de x, donc le déterminant du gradient de l'application, mais dans notre cas particulier, c'est l'identité plus epsilon v. Donc c'est le epsilon gradient v. Pardon. Donc v c'est un champ de vecteurs, gradient v ça va être une matrice, là je l'ai supposé lisse, et le déterminant de ça, là si on est en dimension 2, ça se fait très simplement, ça c'est une fonction a priori, c'est un polynôme en epsilon, mais dans les premiers termes ça va être évidemment 1.
pour l'identité. Et ensuite, le terme d'ordre 1, ça va être la trace de la matrice de gradient. Donc ça va être la divergence. Donc ça, c'est ρ de x. Pour epsilon petit, il y a pas, je peux faire sauter les valeurs absolues, ça va être positif, plus epsilon divergence v. J'écris des signes égal, désolé, enfin, donc ça va être à peu près égal. Là, je raisonne en négligeant les termes d'ordre supérieur. Donc ça va être à peu près égal à ρ de x, 1 moins epsilon divergence v. Ok, maintenant je voudrais utiliser ma formule de push forward. Alors si vous vous souvenez qu'on a utilisé tout à l'heure, d'une certaine manière c'était plus facile et plus direct parce que j'intégrais contre la mesure image justement, alors que ici j'intègre contre x. Donc je vais le faire un truc t epsilon dièse ρ. Je vais intégrer contre la mesure image t epsilon dièse ρ, mais il faut que je divise pour ça par la densité que je suppose régulière de la mesure image. Là aussi, je suppose implicitement, les choses encore une fois sont faites formellement, que j'ai pas de zone de vide. Alors je vais essayer de ne pas me tromper. Oui, t epsilon dièse ρ. Donc je vais peut-être l'écrire. Oui, non, je vais le laisser comme ça pour l'instant. T epsilon dièse ρ. Et là, j'utilise ma formule de changement de variable est égale à intégrale de f. Alors je vais écrire déjà le epsilon dièse ρ f de, donc j'avais le ρ ici multiplié par 1 moins epsilon divergence v. Je raisonne, désolé pour l'absence de rigueur, je vais raisonner en négligeant tous les termes d'ordre 2 en epsilon, d'ordre 2 et supérieur, en conservant les signes inégalités, si vous voulez, pour pas trop compliquer l'écriture. Et là, j'ai un d epsilon dièse ρ. Et là, j'ai un ρ multiplié par 1 moins epsilon divergence v. C'est un miracle si j'arrive au bout sans oublier quelque chose, mais on va essayer de s'en sortir. Voilà, et là j'applique ma formule de changement de variable, le fait que, enfin la formule de push forward, le fait que j'intègre la contre la mesure image. Donc je peux écrire ça. Si j'avais une variable d'intégration, je l'écrirais plutôt y ici, et puis je passe maintenant en x. Donc cette fois-ci, ça va me faire, donc je garde le 1 moins epsilon divergence v, où là les dépendances se font par rapport à x, maintenant sur l'espace de départ, 1 moins epsilon divergence v, et puis j'intègre contre la mesure de départ maintenant d ρ. Et là, je vais essayer de faire un développement limité de ça sans me tromper. Donc je vais avoir, en supposant que toutes les choses sont régulières, je vais avoir alors je vais faire passer le d de ρ sur ρ ici. Donc j'ai un f de ρ multiplié par 1 moins epsilon ρ divergence v, je fais le développement limité ici, f' de ρ. Et puis c'est divisé par 1 moins epsilon divergence v. Et là j'ai intégré contre dx cette fois-ci. J'ai la densité de d ρ divisé par la densité, donc je retrouve la mesure de Lebesgue. Et donc je fais apparaître le terme qui m'intéressait. Alors attendez, je vais peut-être le faire un peu progressivement pour ne pas me tromper. Epsilon de ρ divergence ρ f' de ρ multiplié par 1 plus epsilon divergence v. Ok, dx. Donc ça me donne intégrale de f de ρ dx. Donc ça, c'est bon. Et puis j'ai des termes d'ordre epsilon plus epsilon intégrale de ρ f de ρ f' de ρ, ça c'est un divergence v, ok,
un signe moins ici. Alors attendez, f de rho, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. C'était quand j'ai fait le développement ici, j'avais un f de rho et puis un moins epsilon quand je fais le développement limité. Excusez-moi, le f de rho n'est pas en facteur. Je disais que ça posait un problème. Ok. D'accord, donc là j'ai fait une petite... bêtise. Alors attendez, je reprends ça, excusez-moi. Donc est égal à intégrale de f de rho dx. Donc ça c'était une quantité, la quantité qui m'intéressait. Et là je vais avoir, donc ça je peux l'écrire 1 plus epsilon divergence v. Et je vais essayer de regrouper les termes que j'ai en epsilon. Donc j'ai un plus epsilon de f de rho divergence v dx et puis un moins rho divergence v f' de rho dx. J'espère que je ne me trompe pas, on va voir. Donc je reprends maintenant ce terme-là, je le garde en mémoire. Et j'ai un terme du premier ordre qui est intégrale de f de... Pardon, c'est divergence v qui va être facteur de f de rho moins rho f' de rho. Voilà, et ça je vais l'intégrer par partie. Donc je prends v, je peux prendre des petits déplacements qui sont compacts, c'est des fonctions de test. Donc c'est des champs qui vont être supportés de façon compacte. Donc je peux faire l'intégration par partie en supprimant les termes de bord. Donc je vais avoir un moins epsilon de v scalaire, le gradient de f de rho moins rho f' de rho dx. Ok. Et alors si je fais le gradient de ça, vous voyez que je vais avoir un gradient, je vais avoir un f' de rho gradient rho. Et ici, quand je vais faire le gradient du produit, je vais retrouver ce terme f' de rho gradient rho, mais avec un signe moins. Donc ça va disparaître. Donc ce qui me reste, c'est uniquement rho gradient de f' de rho. Dans le terme de premier ordre. Bon, on verra pour les signes hein, si je me suis trompé ou pas, il y a d'assez fortes chances. Donc V, scalaire, gradient, comme je vous le disais, comme les termes ici s'annulent, ça fait un gradient de f' de rho. Ok. Et rho, ouais, rho dx. Donc ça, je peux l'écrire, c'est d rho de x, c'est intégré contre rho. Et donc, si je fais le bilan de ce que j'ai intégrale. Donc, dans ce que j'avais dans la définition du sous-différentiel, qui est encore écrit vaguement ici, le intégral de t de x moins x scalaire rho, c'était un epsilon w scalaire rho. W scalaire v, pardon, intégré contre rho, qui doit être inférieur... excusez-moi, là j'avais un signe moins, mais j'avais aussi un signe moins ici, donc ça me fait un plus, qui doit être inférieur à v scalaire gradient de f' de rho. Donc on obtient, après des calculs un peu fastidieux, quelque chose de finalement très simple. On obtient ça, plus un petit taux de epsilon. Donc on est comme tout à l'heure dans la situation, et on a le droit à toutes les fonctions test. On a le droit à un espace vectoriel de fonctions test, on peut prendre v et moins v, d'accord ? Et donc ça nous identifie w à gradient f' de rho. Donc w est égal à gradient de f' de rho. Ok. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Ça me dit que le sous-différentiel, plus exactement,
qui m'intéresse, c'est l'opposé du sous-différentiel. Là, j'ai travaillé sur le sous-différentiel. L'opposé, c'est réduit à un singleton, si on suppose que les choses ont été suffisamment régulières pour que ces calculs soient valides. C'est un singleton gradient de f' de ρ. Ok, donc ça me donne une équation de transport donc le flot gradient associé à phi de ρ est égal à intégrale de f de ρ dx, c'est dθ, c'est la solution dθ plus divergence ρu est égal à 0, avec u qui est égal à l'opposé de moins gradient de f' de ρ. Alors ça paraît peut-être pas très spectaculaire comme ça, enfin au moins le résultat s'énonce assez simplement. Il y a un résultat très joli qui est finalement assez récent, alors que c'est quelque chose qui, en termes d'interprétation physique, qui est assez profond. C'est si on prend une fonctionnelle, la fonctionnelle non linéaire de ρ la plus naturelle d'une certaine manière, qui a un sens physique c'est très fort, c'est la fonctionnelle d'entropie, donc avec un signe plus, l'entropie mathématique qui a tendance à décroître quand on va vers le désordre. Donc si je prends comme fonctionnelle l'entropie, c'est-à-dire phi de ρ est égal à intégrale de ρ log ρ contre dx, ou log ρ contre la mesure elle-même, d'accord? Ça c'est f de ρ. Ok, donc j'ai f' de ρ qui est égal à 1 plus log ρ, et donc j'ai gradient de f' de ρ qui est égal à gradient de ρ sur ρ. Ok, donc u est égal à moins gradient de ρ sur ρ, et si je remplace là-dedans, ça me donne dθ moins divergent, donc j'ai écrit gradient de ρ sur ρ, est égal à 0, et ça me fait, donc les ρ se simplifient, ça fait moins Laplacien ρ. Donc ça donne l'équation de la chaleur. Donc c'est un des résultats très marquants de cette théorie, c'est d'interpréter l'équation de la chaleur comme un flot gradient pour la fonctionnelle d'entropie. En quelque sorte, identifier l'équation de la chaleur comme quelque chose qui dégrade au plus, en quelque sorte, au plus vite l'information, qui glisse sur la ligne de plus grande pente de la dégradation de l'information qu'on peut avoir. Si on pense à l'interprétation probabiliste, on prend une masse de Dirac par exemple dans un domaine et on lance un mouvement brownien au bout d'un certain temps où est la particule, elle suit une loi qui suit la ρ, solution de l'équation de la chaleur avec comme condition initiale ce Dirac précisément, avec des conditions de Neumann homogène par exemple, pour ne pas faire sortir la probabilité qui correspond à une réflexion du mouvement brownien sur le bord. Ça vous dit simplement que l'évolution de la probabilité, elle a descendu la ligne de plus grande pente de l'entropie, c'est-à-dire on a une dégradation de l'information au plus vite. Donc ça, c'est pas complètement relié aux foules, ceci dit, ça peut quand même inspirer. On pourrait par exemple rajouter à notre fonctionnel d'insatisfaction, rajouter une fonctionnelle d'entropie, ce qui correspond quand même donc, à une interaction entre gens qui correspondrait à un processus d'étalement. Ça va avoir quand même tendance à étaler les choses. Et on pourrait aussi imaginer toutes sortes de fonctionnels. Alors ce n'est pas le choix qu'on a fait, mais imaginer des fonctionnels qui par exemple vont créer une insatisfaction très forte quand la densité est importante. Donc ça correspond à des choses qui se font aussi en dynamique des gaz. Il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là ici. Donc je cite juste l'autre exemple qui avait fait l'objet de travaux qui ont aussi fait date de Félix Otto. C'est une équation qu'on retrouve aussi dans la modélisation de certains milieux poreux, qui est associée à une fonctionnelle que je vais écrire comme ça, phi de ρ est égal à l'intégrale de ρ puissance m dx. Donc c'est une fonctionnelle aussi intéressante qui pourrait être, alors on ne l'a pas utilisée pour les foules, mais elle pourrait avoir un sens. Pour quelle raison? Si on l'interprète donc cette fonctionnelle-là, on va la rajouter à la fonctionnelle d'insatisfaction qui va apparaître le D. C'est une fonctionnelle qui fait interagir les gens et qui est si M, pensez si M est très grand, quand ρ est inférieur à 1, elle n'a essentiellement pas d'action. Elle ne rajoute rien à l'insatisfaction, donc ça veut dire que les gens, quand la densité est faible, elle ne va pas avoir d'effet, les gens n'interagissent pas entre eux. En revanche, quand ρ devient supérieur à 1, si m est grand, on va avoir une explosion de cette densité, enfin disons, on va prendre des valeurs très grandes de cette fonction ρ puissance m, et donc apparition d'insatisfaction, et comme
on s'intéresse au flow gradient associé à satisfaction, on peut s'attendre à ce que l'évolution naturelle nous éloigne des zones précisément où ρ est concentré. Donc ça, c'est un candidat qui est utilisé dans certains modèles, je crois notamment en dynamique des gaz, mais ça peut être aussi utilisé en foule, pour prendre en compte la congestion dans les mouvements de foule, de manière assez naturelle de le faire. C'est pas complètement évident d'interpréter quand même au niveau psychologique ou mécanique à quoi correspond cette interaction véritablement. Mais au moins, ça fait le boulot, c'est-à-dire ça va avoir pour effet d'écarter la population des zones où la densité est trop élevée. Ok, donc là, je vais parler un peu maintenant quand même du modèle initial des foules. Je regarde le temps que j'ai, 51. Ouais, je vais vous présenter de façon relativement informelle, enfin plutôt pour faire prendre conscience des difficultés que ça peut poser de travailler avec des fonctions qui sont un peu moins lisses. Donc c'était le troisième cas que j'ai écrit maintenant. Je vais m'intéresser à la situation. La situation qui est celle qui correspond à notre modèle de foule, enfin qui est un bon candidat pour être être appliqué à notre modèle de foule, que j'avais écrit tout au début, qu'on peut écrire sans difficulté. C'est évidemment une autre histoire de montrer que ça conduit à un problème qui correspond à ce qu'on souhaite. Donc c'est phi de ρ qui est la fonctionnelle d'insatisfaction. Donc je vais dire que une personne au point x va avoir une insatisfaction d de x, où d c'est la fonction à l'insatisfaction à la sortie. Et puis je vais interdire strictement tout dépassement de la densité 1. Donc je vais rajouter la fonction indicatrice. Et donc sous cette forme-là, c'est pas très clair quelle est la nature de cette fonctionnelle, mais à partir du moment où elle porte sur la densité elle-même, c'est bien une fonction non linéaire et très non lisse de la densité. Donc c'est un terme d'interaction. Ici, c'est un terme, encore une fois, de comportement individuel. Ce terme-là, tout seul, conduit juste à la mise en équation d'une infinité de flots gradients complètement indépendants. Mais ce terme-là va faire interagir les gens, va prendre en compte la congestion. Je vous rappelle, un cas, c'est l'ensemble des mesures dont la densité est entre 0 et 1 ou n'importe quelle valeur. Ok. Alors, on va essayer de répliquer. Je vais peut-être réécrire là. Et je vais écrire tout de suite l'opposé du sous-différentiel. Donc, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est l'opposé du sous-différentiel. Donc, c'est un ensemble de W, est élément de L2 de ρ, tel que phi de ρ moins, puisque c'est l'opposé T de x. Je vais l'écrire peut-être tout de suite avec le T epsilon. T epsilon est égal à identité. C'est comme ça que je vais l'utiliser, puis c'est epsilon V. Donc là, je vais avoir un moins epsilon V scalaire W intégré contre ρ qui doit être inférieur à phi de T epsilon dièse ρ plus un petit taux de T epsilon dièse ρ moins l'identité, mais vu la forme particulière de T epsilon, c'est, de T epsilon moins l'identité, vu la forme particulière, c'est juste la norme L2, enfin la norme L2 ρ de V multiplié par epsilon. Donc en fait, c'est un petit taux à V fixé, c'est un petit taux de epsilon ici. Ok, donc mon sous-différentiel est défini de cette manière-là. Et le flow gradient, si je vais espérer définir un flow gradient associé à cette fonctionnelle qui sera telle que la vitesse des gens à chaque instant appartient à ce sous-différentiel. Donc idéalement, il faudrait arriver à un singleton pour avoir un modèle qui soit déterministe. Ce n'est pas complètement évident à vue.